Alors, nouvelle série de vidéos consacrée à la création d'assets de jeux vidéo. Dans ce premier épisode, je vais vous montrer comment je dessine dans Affinity Designer ce genre d'assets, donc une sorte de pile potion. Et en deuxième partie, je vais vous montrer comment intégrer ça dans Unity. Ici, il est en mode play, donc quand j'appuie sur la barre espace, le niveau remonte jusqu'en haut, et sinon, ça défile au fur et à mesure que le temps passe. Alors pour dessiner ces choses-là, ce que je vais faire aujourd'hui, là je vais pas vous partir de zéro et vous montrer étape par étape comment je suis arrivé à ce résultat-là. Déjà parce que quand je fais ça, il y a des fois je change d'avis, donc il y a beaucoup d'hésitations, d'erreurs qui sont pas forcément toujours très intéressants quand on veut juste apprendre ou comprendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir du résultat final et je vais vous expliquer comment ça se décompose et toutes les parties techniques sur comment on arrive à ce résultat-là, je vais vous remontrer sur un plan de travail à côté. Donc par exemple le plan de travail à côté, je vais le faire tout de suite. Je vais en faire un, alors justement pour les plans de travail, quand vous travaillez pour les jeux vidéo, c'est bien d'avoir des plans de travail qui ont des puissances de 2. Donc ici c'est 512, 512. Tous les 4 ici font la même taille. Je vais en rajouter un à partir de la même taille. Vous pouvez avec l'outil de plan de travail prendre la taille de la sélection, insérer un plan de travail et ensuite je vais aller le mettre à côté. Donc là ça va être un plan de travail juste pour la démonstration, pour la vidéo. Donc peut-être que des fois je copierai les choses qui sont ici, là-dedans. Donc essentiellement là-dedans, la première forme qu'on a besoin de savoir dessiner pour faire ça, c'est les cylindres. Donc si je me mets dans le plan de travail 1, je double-clique pour focus ici, je vous montre comment on fait un cylindre rapidement. Vous prenez l'outil ellipse, vous faites une ellipse, à peu près la taille que vous voulez, ça sera votre base de cylindre. Une fois que vous avez une première ellipse, vous la dupliquez, donc avec l'outil déplacer, donc V pour se remettre ici. Et avec la touche Alt appuyée, vous cliquez, vous déplacez, et si vous appuyez en même temps sur Shift, ça va contraindre la position pour que ce soit bien aligné. Et là, du coup, je lâche d'abord à la souris et j'ai mes deux ellipses qui sont bien alignées et identiques. Ensuite, pour avoir le cylindre, il me manque une forme ici. Donc je prends un rectangle. Je vais utiliser le magnétisme. Et quand vous utilisez le magnétisme, il faut bien commencer. C'est-à-dire que là, je peux commencer mon rectangle ici, mais je ne veux pas faire ça. Je voudrais commencer à l'extrémité là. Et quand je me mets sur l'extrémité ici, il me propose de changer la taille de l'ellipse. Donc ça ne va pas marcher. Par contre, ici, là, ici, je peux commencer, profiter du magnétisme, m'arrêter ici, et là on est bon. Je crois que j'ai un tout petit peu dépassé ici, là on est bon. Ensuite, vous prenez l'ellipse du bas, Shift le rectangle, et vous faites une union. Ça c'est la forme qui est derrière, la forme de l'ellipse, on veut la mettre devant, celle-ci, on peut la mettre devant avec ce bouton-là, placer devant, et là déjà j'ai un cylindre. Donc pour la forme de base, ce cylindre-là, c'est ce que j'ai utilisé pour faire à la fois le cylindre vert, le masque ici transparent, et même cette partie-là, il y a plusieurs fois des cylindres. Vous avez le petit en haut là qui est un peu métallisé en termes de couleur, là il y a quelque chose d'orange, mais c'est la forme de base. Donc justement à propos des couleurs, si vous voulez juste rendre les choses transparentes, bon c'est assez facile, par exemple si je me mets ici sur la courbe qui est là, je prends la couleur ici, je peux baisser son opacité, vous pouvez rendre les choses transparentes. Et si vous voulez faire par exemple quelque chose qui va ressembler à ici, mais avec un autre dégradé de couleur, on va prendre ce coup-ci, j'ai pas envie de le faire en vert, on va faire ça avec une autre couleur. Je me mets sur cette forme-là toujours. On va mettre un dégradé avec l'outil qui est ici, remplissage. On peut appuyer aussi sur G au clavier. Et après, ce que vous faites, c'est que vous tracez un trait, genre de gauche à droite. Par défaut, il va prendre une couleur qui était déjà active, le gris là, il va mettre une plus foncée. Mais on peut changer, par exemple ici, je vais aller là, et comme couleur, je vais mettre un peu de saturation, et aller chercher par exemple quelque chose dans les orangés, un peu plus de saturation pour la gauche, et à droite, une couleur un peu plus rouge, plus saturée, et là, alors, ouais, là c'est pas mal, là j'ai un dégradé qui me convient. Si je veux récupérer le même dégradé au-dessus, il y a plusieurs manières de travailler. Vous pouvez enregistrer votre dégradé comme style, donc ici mes styles par exemple, donc pour faire ça, je clique sur la forme sélectionnée, je fais un clic droit, et vous pouvez créer un style. Quand vous créez un style, il vous l'ajoute dans la boîte les styles actifs. Alors, par défaut, vous avez celui-là, par défaut, donc par défaut, ça met là-dedans, mais si vous voulez créer des catégories, vous allez ici, et vous faites ajouter une catégorie de style, moi je l'ai fait avant, et j'ai ajouté la catégorie mes styles. On peut en faire plusieurs. Du coup, maintenant que le style est actif, si je vais sur une autre feuille, maintenant que j'ai créé mon style, si je vais sur une autre forme, je peux lui appliquer en cliquant le même style. Donc ça peut être pratique. Après, vous avez une autre technique qui consiste à utiliser l'outil sélecteur de style. Je vais vous montrer ça dans un second temps en faisant une autre couleur.
Donc là, on va dire qu'on est OK. Alors là, vous voyez, ici, il n'y a pas du tout de trait, mais c'est pas très compliqué. Ici, je sélectionne tout. Par défaut, ici, j'ai un trait, je peux l'enlever. Et là, vous voyez, j'ai un effet centré ici. Alors par contre, vu que les dégradés sont dans le même sens, là, on ne voit plus. Il faut changer un petit peu le sens si vous voulez avoir quand même un peu la vision de la forme quand vous enlevez le contour. Vous voyez, là, on voit, grâce aux dégradés, on voit quand même qu'il y a une ellipse ici. Donc voilà pour la méthode pour faire ce genre de choses. Pour maintenant, un autre type de couleur, je vais vous montrer comment on fait quelque chose de métallisé, là, cette partie-là, en fait. On pourrait tout simplement commencer par aller la chercher. Alt, la mettre ici, je la duplique. Alors, ça rame un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent. Voilà. Et là, ici, allez, zoomer un peu. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez d'abord une ellipse avec un dégradé ici qui est conique et en dessous, le même dégradé en forme linéaire. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça sur celui-là. Juste au-dessus. Donc ici, si je veux avoir quelque chose de conique, déjà, je vais me mettre en mode dégradé linéaire conique. J'ai OK. Et donc là, on va mettre des niveaux de gris. Donc les niveaux de gris, normalement, vous devez les avoir dans l'échantillon. Là, j'ai le niveau de gris, dégradé gris. Je vais mettre quelque chose d'abord un peu partout, le même, des niveaux de gris, pour ne pas être perturbé par la couleur. Lui, on peut le laisser, c'est pas grave. Donc ensuite, si je veux avoir... Allez, on va se mettre comme ça. Alors, on va mettre un... Donc il y a des moments c'est un peu plus foncé, il y a des moments c'est un peu plus clair. Donc par exemple, lui, on peut le mettre un peu plus foncé. Mais quand vous mettez un truc foncé, comme ça, il va le faire sur toute la surface. Si vous en mettez, vous voulez que le foncé soit pas trop long, vous mettez 2 points autour. Alors, j'ai fait une petite pause parce qu'il y avait quelque chose qui buguait. Là, ça ne bug plus maintenant. Quand je rappuie, ça me met des dégradés. Sinon, l'autre parade que j'avais trouvé pour le bug, c'est d'aller venir ici. Et là, vous aviez des points, vous pouvez en ajouter ou en enlever avec Supre pour faire vos points. Donc ici, ce que je voulais faire, j'avais donc un point foncé. Je voulais mettre les 2 points d'à côté, ici, plus clair, nettement plus clair, pour que l'arc foncé soit pas trop grand. Lui, on va le mettre comme ça. Et après, vous pouvez jouer sur comment vous placer pour avoir un arc de cercle ici, enfin un arc ici, ouais, d'ellipse foncé. Ici, on va mettre un, par exemple, de ce côté-là, beaucoup plus clair. Et pareil, si c'est trop ample, là où c'est trop clair, vous pouvez ajouter des points autour, un peu plus foncés, pour limiter ça. Et vous gérez vos espaces comme ça pour faire des choses qui soient plus ou moins bien placées. Là, j'ai mis ce clic, CTRL Z. Et vous voyez que ça prend quand même du temps. Alors ici, par exemple, j'ai envie encore un peu, je vais essayer de l'améliorer un petit peu encore à mon goût. Voilà, comme ça. OK, et j'ai pas envie de passer trop de temps. Mais imaginez que celui-là vous convienne, vous pouvez faire comme tout à l'heure, créer un style, l'ajouter dans vos styles. Moi, tout à l'heure, j'avais ajouté ce style-là ici. Donc, si par exemple, je reprends exactement le même, si je vais dans mes styles, plutôt dans les styles par défaut, le style métallique qui est là, si je l'applique, ça l'applique directement. Ça, c'est une façon d'appliquer un style. Et je vous avais promis de montrer aussi le sélecteur de style, donc on va faire ça maintenant. Maintenant, je vais utiliser le sélecteur. Alors, je sélectionne celui-là, c'est celui que je veux. Je prends le sélecteur de style. Je vais aller chercher, donc là en attribut il n'y a rien, donc je vais aller chercher ça, et ça l'applique ici. Si jamais, et maintenant à chaque fois que je sélectionne une forme, ça va l'appliquer le même, donc si jamais j'ai besoin d'en attraper un autre, il faut que je le décharge avant. Là par contre ici, le style, je ne veux pas quelque chose de conique pour cette forme là, je veux changer mon dégradé pour passer de conique à linéaire. Et une fois qu'on a fait ça, on appuie sur G, on place nos points pour avoir quelque chose de linéaire, et là on est pas mal. Ah, on est pas mal si on clique pas n'importe comment. Là on est pas mal, on a quelque chose qui ressemble à un résultat qui était souhaité. Donc je vous ai montré comment on fait des cylindres métalliques, on a profité pour regarder un petit peu le sélecteur de style. Les styles, on a fait aussi ce genre de choses là. Ah oui, alors sinon je vais venir un petit peu sur le détail de la forme. Donc celle-là, on est OK. Ici, qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Donc ici, si vous regardez la forme du dessus, en plus de trucs métalliques, donc je vais prendre les trucs métalliques là, je vais les décaler un peu. En dessous, on a une forme colorée sur laquelle on a rajouté juste des courbes
pour me donner un peu l'effet de lumière, mais au niveau de la couleur, donc les courbes, je vais les désélectionner, c'est pas ça que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Au niveau de la couleur, ce que j'ai fait ici, il y a un effet, vous voyez. Donc l'effet, en fait, qui est fait ici, c'est une ombre interne qui permet d'avoir un contour ici qui est un peu coloré. Donc vous allez avoir à la fois un dégradé linéaire de gauche vers la droite. Donc si je fais G, on le voit le dégradé. Bon, c'est pas vraiment gauche-droite, mais il est comme ça. Et en plus, il y a une couleur mise sur le côté, dans l'ombre interne ici. Vous pouvez changer la taille du rayon. Vous pouvez aussi monter l'intensité, on verra mieux, surtout sur la vidéo. Mettre quelque chose de plus ou moins foncé. Et ça peut permettre de vraiment donner des rendus plus ou moins intenses. Donc là, c'est beaucoup plus intense que ce que j'avais pris au départ, mais je pense que comme ça, à l'écran, on voit mieux, même en petit sur la vidéo. Et ça, cette ombre interne, ou parfois on peut faire aussi des lumières externes, etc., c'est quand même bien pratique. Là, il y a une ombre externe aussi dessus, mais je pense qu'elle ne sert à rien. Elle devait dû rester par défaut. Donc là, c'est surtout l'ombre interne ici qui permet de colorier avec cette couleur-là et ces paramètres-là. Au niveau des colorisations, la colorisation ici, je pense que j'ai fait le tour de ce qui est intéressant à raconter sur cet asset-là. Alors, dernière chose que je vais vous montrer pour la partie designer de cette vidéo, ça va être l'export. Première manière d'exporter, vous sélectionnez par exemple un plan de travail, c'est une des bonnes raisons d'utiliser les plans de travail, vous pouvez en exporter un fichier, exporter, et là vous avez un visuel à gauche maintenant, vous faites exporter, on va mettre ça dans ce dossier-là, test export qui pour l'instant est vide, on va l'appeler export 1 pour YouTube, enregistrer, et là si je vais sur mon bureau, ici vous avez le visuel. Je peux zoomer un peu avec l'affichage de Windows. Ça fonctionne bien. Par contre, c'est bien, mais on en a fait un. On peut faire ça 4 fois, et on fait 4 fois la procédure quand il y en a 4. Des fois, on n'en a pas 4, on en a beaucoup plus, et c'est bien d'avoir de l'export en masse, et c'est vraiment l'intérêt de cette persona-là, l'export persona. Donc vous passez du mode designer persona au export persona, et là, ici, par défaut, le logiciel il vous a préparé des tranches, il a préparé déjà une planche par plan de travail. Donc typiquement, si vous voulez exporter vos 4 plans de travail, vous avez déjà les tranches qui sont prêtes. Ce plan de travail-là, c'est un plan de travail que j'ai utilisé juste pour la démo, je n'ai pas besoin de l'exporter. Si je ne veux pas l'exporter, c'est assez simple, il suffit ici de cocher ou décocher. Donc moi, la dernière fois que j'ai fait un export, je n'avais pas pris le rendu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher ici, pour ne pas avoir le plan de travail 1 qui ne me sert à rien, je veux juste ces 4-là. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai rendu pile avant, masque et liquide vert. Ensuite, si vous êtes sur Calc, vous pouvez ici, alors voilà. Ici vous pouvez créer des tranches si vous voulez, rajouter des tranches, mais quand vous êtes dans la partie tranches, c'est là où vous pouvez voir quelles tranches vont être exportées. 1, 2, 3, 4 et 4 là, et vous voyez qu'il y en a 4, je peux exporter les 4 en une seule fois. Donc je clique ici, et je me mets dans Test Export, Exporter, il a fait les 4 d'un coup. Si je revais voir mon dossier Text Export, ici, vous voyez, il y a les 4 d'un coup. Il y a celui-là qu'on avait fait avant, et il y a les 4 qui ont été faits d'un coup. Et ça, c'est très pratique. Et donc, c'est à partir de ces PNG exportés là, c'est ces fichiers-là qu'on intégrera dans Unity pour la partie suivante. Alors, ceux qui sont intéressés par Unity, je vous dis à bientôt. Alors, nous voici dans Unity. Nous allons d'abord commencer par mettre cet asset en mode play pour voir un peu ce qui se passe et ce qu'on veut obtenir. Donc, en mode play, quand le temps passe, le liquide descend. Si j'appuie sur la barre espace, ça remonte. Et c'est pas mal. Si je veux que ça descende un peu plus vite ou moins vite, je peux changer ici la valeur. Et vous voyez, là, je suis en train de la changer en mode play. Ça fonctionne. Là, maintenant, il va beaucoup plus doucement. Par contre, quand vous enlevez mode play, ici, ça revient à la valeur d'avant. Et c'est une des bonnes raisons, la raison principale, je pense, pour lesquelles c'est très bien, quand vous êtes en mode play, d'avoir un color tint mode. C'est-à-dire, en fait, quand vous êtes en mode play, ça change un peu de couleur. Du coup, j'ai un visuel qui me dit ça, que je suis en mode play. Pour ça, vous allez dans les préférences, dans Edit préférences, et dans les colors, ici color, vous avez ici, quelque part, Play Mode Tint. Et vous pouvez choisir la couleur qui vous convient le mieux. Donc ça, c'est important. Ensuite, maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est, donc on a nos graphismes qu'on a fait avant dans Designer, et comment on fait pour avoir ce petit set-là de piles dans lui. Alors ici, on a cette arborescence-là. Ce que je vous propose, en fait, c'est de le refaire. Donc le canevas en entier, je vais le décocher.
Et je vais le refaire en partant de 0, comme ça, en gardant ça comme modèle. Alors ici, les images sont déjà dedans, mais je pourrais vous montrer comment on les importe déjà, les images. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dossier pour la démo, create folder démo, dans lequel je vais importer les images à nouveau. Donc ici, les images, je peux faire par exemple un clic droit, on peut drag and drop ici, on peut faire aussi un clic droit, import new asset, aller chercher là où vous avez mis vos images, donc moi mes 3 images sont là, attraper les 3, import, et ici j'ai mes 3 images. Alors par défaut ici, mes images sont importées en mode sprite 2D UI. C'est parce que j'ai fait un projet qui était un projet 2D. Si vous faites un projet en commençant par un projet 3D, en fait vous aurez ici plutôt des défauts, des textures par défaut. Mais dans tous les cas, vous pouvez changer après. Nous, ce dont on va avoir besoin, pour le masque et pour ce qui est devant, c'est-à-dire avant et masque, on veut que ça soit des sprites, donc comme j'ai déjà. Par contre, pour le liquide qui va bouger, là, pour qu'il soit masqué par le masque, il faut que je le mette en texture. Donc en fait en défaut. Texture, c'est texture par défaut. Ça va permettre, on va appliquer, ça va permettre de pouvoir gérer la technique du masque. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer par, dans la scène, faire un clic droit, ajouter un élément UI. Donc d'abord l'image, c'est mon masque. Donc là on va l'appeler masque. Et le masque, comme sprite ici, je vais lui mettre le sprite du masque que je viens d'importer. Ok, on a le masque. On peut zoomer un peu dessus, on le voit. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien, la vidéo, c'est gris sur gris. Hein. On le voit, moi je le vois un peu mieux ici. C'est le masque qu'on avait fait dans la partie graphisme. Maintenant qu'on a notre masque, lui, il va avoir une composante de masque. Ce qui va permettre, donc cette composante-là, c'est ça qui va permettre de masquer avec le sprite qui est là. Et en enfant du masque, c'est important de le mettre en enfant, donc on clique dessus, on fait un clic droit, UI. Donc là, c'est pas image, ça va être raw image, et c'est pour ça. La raw image qu'on a besoin, vous voyez, là déjà, elle est déjà masquée dedans. Le rectangle blanc, il est masqué dedans. Si je désactive la composante de masque, voilà, c'est plus masqué. Là, c'est masqué. Donc la raw image, ça va être le liquide. Rename, liquide vert. Et donc lui, je lui mets le bon sprite, la texture. Hop, il est dedans. Et du coup, maintenant, si j'attrape la position ici, elle est en Y, elle est en 0. Si je descends un peu avec la flèche, là, la flèche jaune, et ça fait le comportement que je voulais. Donc là, on peut pas sortir du masque. Bon, d'ailleurs, si j'attrape ici, par exemple, on peut aussi... ça marche dans toutes les directions. On va revenir à une bonne position. Et donc là, on a déjà une bonne partie du trick, là, parce que ce truc-là, c'est un peu pénible à faire dans l'UI avec Unity. Il ne faut pas se tromper dans l'ordre, donc pour ça, je vous montre ça dans l'ordre une bonne fois pour toutes. Donc là, j'ai le masque, OK, le liquide en dessous, et par-dessus, je voudrais mettre la pile, là, qui est devant, l'habillage de pile. Donc je vais me remettre au niveau du canevas, pour le mettre en enfant du canevas, mais du coup, ça ne sera pas enfant du masque. Ce coup-ci, je vais faire image, et l'image, je lui donne l'avant. Et ça l'a mis devant. Alors, ils ne sont pas placés au même endroit. Je ne sais pas pourquoi le truc a bougé. C'est peut-être moi qui l'ai bougé. On va remettre reset. OK. Là, ils sont placés tous alignés. Par contre, bon, l'image de l'avant, je vais renommer avant. Et si je veux la placer correctement, on va la placer à peu près ici. On est bien. OK. Maintenant, pour la partie visuelle, on est bon. C'est-à-dire que là, si j'attrape le liquide vert, on peut monter, on peut descendre. Il va falloir après qu'on fasse un petit script, du code sur le composant liquide vert, pour qu'il ne puisse pas descendre plus bas que ça, et qu'on gère automatiquement la descente, et quand on appuie sur une touche, là, ça sera la touche espace, ça remonte. Alors pour ça, je ne vais pas vous montrer comment on code ça ligne à ligne, le fichier code, je l'ai déjà. Je vais juste l'attribuer, vous montrer un peu comment on joue sur les paramètres, et après je vous expliquerai le code. Donc ici, liquide vert, on va lui ajouter une composante d'un script qui est déjà écrit là. Donc on va mettre dans les scripts, vu qu'il est déjà écrit ici, vous avez, c'est celui-là, liquid behavior. Et vous voyez dans ce script-là, il y a quelques composants, enfin quelques valeurs à rentrer. Donc par exemple, la vitesse à 0 par défaut, c'est pas super, on va mettre 20. Et ici, il attend une rec-transform, c'est-à-dire là, le RTR, ça va être une référence à la transforme du liquide, justement, cette composante-là. Donc il suffit ici, vu que je l'ai mis en public, d'aller glisser le rec-transform là-dedans. Enfin, les deux paramètres qui sont là, ymin, ymax,
Le min, ça va être la position ici Y, qui est la locale position du rect transform, parce que c'est par rapport à son parent. Et ici, vous voyez, quand je suis tout en bas, je suis vers les moins 60. C'est pas du tout comme avant, c'est pas grave. Et quand je suis en haut, je suis à moins quelque chose comme ça. Ah oui, ici c'est pas pareil. Ouais, d'accord. Parce que là, ici, j'ai laissé en 100 et 100. Effectivement, quand on zoome ici, on s'en rend pas compte, mais en bas, on voit qu'il est tout petit. Ça serait bien de mettre tout en 200, 200. Parce que mon graphique, enfin les graphismes me le permettent. Donc on va mettre 200 ici et là pour le masque. Pour le liquide aussi. Donc c'est largeur, hauteur. Et pour l'avant aussi. Et on va vérifier que tout est toujours bien placé. Parce que ça peut avoir bougé un peu. On va dézoomer un peu ici, parce qu'ici, en fait, on zoome à la volonté, mais on voit que dans le jeu, ici, si là, vous avez un écran Full HD, ça, c'est un peu plus raisonnable. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je reviens sur le liquide vert, sa position, quand je suis en bas, je suis à moins... Ah, parce qu'ici, je suis placé... Et là, attendez. Là, je suis à moins 130. Ouais, ok, là, on est dans les paramètres que j'avais prévus. Là, je suis dans les moins 131 quand on est en bas, en position basse, donc le Y min, la valeur la plus petite. Et en haut, quand on est au maximum, ici, on doit être à peu près vers entre moins 2 et moins 6, un truc comme ça. Ok, donc là, maintenant qu'on a réglé ces paramètres-là, on va aller lire le code pour voir un peu ce qu'il fait. Donc je double-clique ici, ça l'ouvre dans Visual Studio. Il y a beaucoup de choses dans ce code qui sont juste liées à l'API d'Unity. Je n'ai pas envie de revenir trop dessus ici. Je veux d'abord vous faire comprendre la logique. Donc d'abord, les 4 variables qui sont ici, c'est des variables qu'on vient de voir dans l'inspecteur. Et qu'est-ce que fait ce code-là au start, c'est-à-dire quand vous appuyez sur Play, la première chose qui est appelée, et une seule fois, c'est le start. Et qu'est-ce qu'il fait au start? Il met la locale position en Ymax, en hauteur Ymax. Bon, il utilise un vecteur 3 pour ça, parce qu'on est obligé pour les locales positions. Ici, vous avez... dans l'inspecteur, vous voyez 1, 2, 3 dimensions, x, y, z. Et si vous mettez par exemple le liquide vert comme ça, et que vous appuyez sur Play, le code va faire qu'au start, il va se remettre en haut. Et c'est très bien comme ça. Et c'est la raison d'être de cette ligne-là. Ensuite, dans l'update, donc quelque chose qui est appelé à toutes les frames, donc si vous êtes en 60 fps, c'est appelé 60 fois par seconde. Donc typiquement, dans ce genre de code, je ne veux pas mettre des choses inutiles, parce que ça va poser problème sinon. Il y a deux choses. Il y a une première chose qui va dans l'ordre, qui va permettre, quand on appuie sur espace, de remonter avec un twin. D'ailleurs, la bibliothèque ici utilisée, c'est doTwin. Et une deuxième chose qui va permettre de descendre tant qu'on est au-dessus du Ymin. Donc ici, la méthode pour descendre qui est utilisée, c'est qu'on crée un vecteur 3 qui va être la position d'avant, en Y surtout, on va bouger que le Y, mais on prend la position en entier. On lui ajoute un vecteur qui a une coordonnée Y qui est négative, il y a un moins en premier, histoire de descendre, et donc la vitesse, et on descend de la vitesse fois le temps passé. Donc là, le fait d'utiliser fois time, delta time, ça permet d'avoir quelque chose qui est indépendant de la vitesse à laquelle fait les calculs, votre ordinateur fait les calculs. Et après, une fois qu'on a calculé une nouvelle position, on l'affecte à la position du rect transform. Donc on fait ça, cette boucle-là, tout le temps. Donc s'il n'y avait pas la condition qui était là, on descendrait jusqu'à l'infini. Et cette condition-là, elle est là pour qu'on le fasse, les deux lignes de code qui sont ici, soient exécutées uniquement quand on est plus haut que la valeur la plus petite possible, qu'on accepte. Ce qui fait que ça va s'arrêter dès qu'on va être arrivé là, vu que tant qu'on ne remonte pas, ça restera en bas et c'est tout. Par contre, on a aussi ici, dans la boucle qui est là, une manière de remonter. C'est-à-dire qu'ici, local move Ymax 0,2, ce twin-là, il va faire quoi? Il va remonter directement au Ymax, c'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à la valeur, la hauteur Ymax, avec une durée 0,2f. Et donc que vous soyez, on se met dans Unity, que vous soyez, on fait play, alors qu'on soit presque tout en bas, ou qu'on soit ici, il met la même durée pour monter. Ça veut dire que quand je suis en haut, il va monter moins vite. Alors que si je suis plus bas, il va plus vite. C'est la durée qui est gérée dans ce twin. Je reviens sur le code, même si je pense avoir fait le tour. Quand vous utilisez la bibliothèque doTwin, il y a une documentation qui est très bien faite, il y a des exemples qui sont fournis, je vous mettrai le lien dans la description pour la bibliothèque de doTwin.
Par contre, souvent, en tout cas au début, l'information du nom du namespace using DG Twinning qui est indispensable pour pouvoir utiliser la ligne d'où le CalMove, là, ici, donc c'est le seul twin qui est dans ce code-là. Souvent, on a du mal à la retrouver. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas écrit en grand et en clair sur la page web de base de documentation. Il faut aller chercher dans les exemples pour le voir. Donc ça, j'insiste quand même. Ça, si ça vous fait gagner un peu de temps, c'est toujours ça le prix. Sinon, dans ce code, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, sauf que si vous voulez en faire un vrai asset, en général, une UI comme ça qui indique, je sais pas, l'énergie qui vous reste, vous aurez envie qu'elle puisse remonter, non pas quand on appuie sur la barre espace, mais par exemple quand vous attrapez un bonus qui vous redonne de l'énergie. Et donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis en commentaire pour tester l'asset, c'est pour toute cette partie-là. En pratique, pour un vrai asset dans un jeu, je pense que ce qu'on ferait, c'est une méthode public qui permet de remonter et on appellerait cette méthode-là, justement, suivant l'événement, à un moment où on a une collision, par exemple, pour attraper un bonus. Chose que je pourrais éventuellement faire dans une autre vidéo. Si vous avez qu'à me le dire, si vous avez envie de voir ça ou voir autre chose. Je pense que pour les vidéos d'assets dans Unity, ce que je vais faire au début, ça peut être des choses un peu variées. Sûrement au début, pas mal de choses sur lui. Parce que là, j'ai juste donné un exemple, mais en fait, il y a beaucoup de choses à raconter. Et c'est pas forcément un thème sur lequel les gens sont très à l'aise. Et dans Unity, enfin les gens qui ont l'habitude d'Unity. Et en plus, c'est un thème qui est très approprié en termes de graphisme avec un logiciel de dessin vectoriel comme Affinity Designer. Du coup, j'espère que si vous aimez bien Affinity Designer, le début de la vidéo vous a été utile et peut-être la deuxième moitié a piqué votre curiosité. Et si vous préférez Unity au dessin, j'espère que peut-être ça vous donne un peu de dessiner. Et si, comme moi, vous aimez faire les deux, eh bien, j'espère que la suite des vidéos vous plaira. Voilà, à bientôt!